Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la littérature jeunesse aime raconter l'histoire à hauteur d'enfants. Elle le fait désormais aussi à hauteur d'animaux. C'est une collection de Casterman intitulée Héros incroyables mais vrais. Son autrice Anne Pouget, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche, Théma Guessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, anniversaire, les Ides de mars. C'est un 15 mars que mourait l'empereur romain le plus connu des Français et pour cause, Jules César. Les programmes, ceux de primaire et évidemment ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, affûtez vos cordes vocales, on va imiter, quand je dis on c'est Alain surtout, bon, enfin bref, on va imiter le cri de la mouette, mais oui. Et puis enfin, Marie-Olivier vous proposera son cours particulier sur une figure injustement oubliée de l'histoire de la pédagogie, le Suisse Claparède, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Quand une grande plume des récits historiques pour la jeunesse décide de raconter l'histoire à hauteur de héros à quatre pattes, cela donne la collection Héros incroyables mais vrais chez Casterman, deux romans parus, l'un sur le Grand Nord, il est ici, c'est Togo, l'autre sur les guerres napoléoniennes, c'est Lisette. Les deux sont signés Anne Pouget, que l'on est ravi d'accueillir, et honoré d'ailleurs, d'accueillir dans la quotidienne. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'où vous est venue alors l'idée de cette nouvelle collection et de raconter l'histoire? C'est votre vie depuis des années, de raconter l'histoire grand H, avec des histoires petit H, mais qui sont quand même jamais trop loin de la grande. Et comment vous est venue l'idée de le faire avec les animaux? Alors tout à fait. Effectivement, je suis historienne de formation, médiéviste, et dans le cadre de mes recherches, je tombe parfois sur des histoires qui me donnent l'idée de faire des livres. Et pour précisément ceci, en fait, mon premier contact l'a été lorsque je préparais mon DEA en histoire médiévale. J'avais à travailler... Le diplôme, attendez, parce que là, pour vous, moi je comprends, mais pour les jeunes, voilà, c'est le diplôme d'études approfondies. On dirait Master 2 aujourd'hui. Master 2 aujourd'hui. Et donc, c'est de la recherche, c'est ce qu'on faisait juste avant de faire une thèse. Exactement. Et donc, j'avais à travailler sur le transport des chevaux durant les croisades. Donc les transports terrestres, enfin la condition même des chevaux, et le transport maritime en particulier. Donc là déjà j'avais eu cette approche autour du cheval, on va dire. Et par la suite, j'ai eu à faire un autre travail il y a 2 ans à peu près de cela, sur l'époque napoléonienne. Et donc là encore, j'ai eu à travailler sur la production des chevaux, puisqu'il en a fallu des chevaux. Il y avait 3 500 000 chevaux en 1811 par exemple. Et en faisant des recherches sur ce thème, je suis tombée sur le général Marbeau, qui a publié ses mémoires et dans lesquels il racontait l'histoire d'une de ses juments, qui s'appelait Lisette. Alors, héroïque, indomptable et héroïque. Indomptable et héroïque, voilà, le cheval bulldog, comme on l'appelait. Ouais. Et donc, il consacre une part de ses mémoires à ce cheval. Et vous en êtes inspiré. Alors, en vous lisant, j'ai découvert quand même d'abord que quand on partait à la guerre, et surtout si on était officier, on n'avait pas un seul cheval. Oui, on en avait plusieurs, en fait. Pour un officier, il fallait avoir en moyenne 5 chevaux. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'un cheval tombait durant une bataille, il montait immédiatement sur un cheval second, troisième, quatrième. Donc, il y avait énormément de chevaux. Il faut dire que pendant l'époque napoléonienne, les guerres napoléoniennes, il y avait parfois 6 000 chevaux qui mouraient en quelques jours. Donc voilà, le maréchal Ney c'est que 300 ou 500 000 chevaux qui sont morts dans les campagnes napoléoniennes? Plus. Je crois que vous donnez le chiffre. 500 000, je crois. 500 000, oui, à peu près, oui. 500 000, oui. Voilà. Ça avait vidé les haras. Il n'y avait plus moyen de trouver des chevaux. Et c'est dans ces conditions-là, précisément, que le Marbeau, donc, qui était lieutenant à l'époque, cherchait des chevaux et cherchait un 3e cheval, c'est ainsi qu'on l'appelait, et qu'il n'y en avait plus parce que, effectivement, on en avait déjà commandé pour Napoléon et pour les plus grands généraux. Lui n'était que lieutenant, et il était à la recherche d'un 3e cheval, et c'est ainsi qu'il a acquis Lisette. Et que lieutenant, il a un peu de mal à le faire avaler à Louis, qui est ce jeune orphelin qui, de manière très très intelligente, le repère sur un marché, décide de l'aider. Tout à fait. Et parvient lui à dresser, à calmer Lisette. Exactement. Voilà. Oui. Alors dans la vraie histoire, il ne s'appelait pas Louis, d'accord. Et j'ai simplement changé le prénom parce que la personne qui a amadoué Lisette était un peu plus âgée, donc je l'ai rapporté à l'âge de Louis et j'ai inventé ce personnage puisque le personnage de Louis est fictif. Personnage fictif extrêmement attachant. On pense un peu à
au colonel Chabert, Oui. à Balzac, à toute l'épopée napoléonienne, oui. quand on ça doit vous faire plaisir, quand je vous dis que ça fait penser à Balzac, non? Ah bah oui, Ouais, c'est sympa, l'animateur, il est sympa. C'est vrai que ça va évoquer ces grandes pages de l'histoire. La même gloire que lui. Et je vous le souhaite. Et Togo, chien de traîneau, alors là, toute autre histoire. Alors, un peu plus tard, on est fin 19e, c'est ça, début 20e? Oui. Début 20e. Alors en fait, mes histoires vont couvrir 25, voilà. fait toute l'histoire, Ouais. parce qu'il va y avoir vraiment la Première Guerre mondiale, la Seconde, etc. Avec Togo, c'est une autre période et un autre pays, puisqu'on est en Alaska en 1925. Donc vraiment, on est C'est la découverte du Grand Nord. La découverte du Grand Nord, Je cherche la carte, parce que voilà, il y a la carte il y a au la début, carte. en fait. Et vous racontez ce qu'on appelle la course du sérum. Oui. Je vous montre le plan vite fait, ça se passe là. Voilà. Alors déjà, on situe l'Alaska parce qu'on ne sait pas toujours que c'est un État en haut à gauche. américain, voilà, oui, et qui n'a aucune frontière avec le reste des C'est ça. États-Unis. Qui en a une avec l'Union soviétique, en revanche, enfin, avec la Russie. Avec la Russie. c'est Sibérie. Et donc, l'histoire se situe à cette époque-là, en 1925. Et on va la raconter, si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. D'accord. Une nouvelle collection chez Casterman, Héros incroyable mais vrai, signé Anne Pouget, qu'on retrouve donc. Mais pour l'instant, Jules César, on continue dans l'histoire. Ah oui. Anti-Sèche. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ aujourd'hui, puisque votre Anti-Sèche, vous la consacrez à Jules César. Absolument, Ce sont personnage les que les Ides de enfants... mars. Mais oui, la mort de Jules César, un 15 mars en 44 avant JC. Alors, personnage que les enfants connaissent tous, ne serait-ce que parce que, si on a lu les aventures d'Astérix et Obélix, voilà, absolument, on en sait un peu plus. Et César, c'est un passage obligé des cours d'histoire de 6e. On le retrouve très souvent tout au long de l'année, Jules César. Alors, c'est parti, l'histoire de César. Il naît en l'an 100 avant notre ère, dans une famille romaine très importante et très ancienne, les Iulii. Et pour comprendre l'ascension de Jules César, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la vie politique de la cité. Absolument. Rome, à cette époque, c'est une république. C'est-à-dire que le pouvoir appartient à des citoyens qui élisent des représentants qui eux-mêmes dirigent en leur nom. À la tête de cette république, tout en haut, il y a les sénateurs qui se rassemblent à la curie. Dans le forum, c'est le centre politique de Rome. Et tous les ans, ces sénateurs élisent 2 consuls qui sont à la tête de cette organisation. Ils ont le pouvoir suprême et contrôlent l'armée. Justement, Jules César, il commence sa carrière militaire et petit à petit, il gravit tous les échelons et en moins 59, il est élu consul. Donc, il est au sommet de l'État. Et d'ailleurs, Emmanuel, on dit toujours l'empereur Jules César. Eh bien non, ça va Eh poser bien problème non. d'ailleurs, qu'il Voilà. se veuille empereur. Absolument. En fait, il n'a jamais été empereur, puisqu'il Voilà. n'y a jamais eu d'empire. À ce moment-là, c'était la République. Moi, j'étais hyper concentré pendant tous les cours d'école sur Rome, donc faites attention. Ouais, ok. Non, c'est pas vrai, j'ai regardé la série Ouais. qui s'appelle Rome. Vous le disiez, César devient consul, mais il veut élargir son pouvoir et conquérir la Gaule. Ça va être la guerre des Gaules. Absolument. Ce qui représente en fait une grande partie de la France actuelle, mais à l'époque, c'est ce qu'on appelle la Gaule celtique. Ce n'est pas un pays, mais un territoire. Et les gens qui y habitent ont une culture commune. Et il s'agit d'une période de l'histoire que les enfants lisent en général dans les livres, notamment, je l'ai dit, dans les Astérix et Obélix, puisque César se bat contre le chef des Gaulois, Vercingétorix. Et alors, César avance vite, il gagne des batailles, mais Vercingétorix n'a pas dit son dernier mot. Il gagne par exemple la célèbre bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Voilà, mais on peut gagner une bataille sans gagner la guerre. Voilà, absolument. Et c'est César qui finit par remporter cette guerre des Gaules. Il assiège la ville d'Alésia. Vercingétorix doit se rendre et l'armée romaine occupe la Gaule. Alors, ce qui est intéressant avec cette guerre des Gaules, c'est que si on sait en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a des traces écrites. Et que ces traces écrites, eh bien, elles nous viennent de sont de César César. lui-même. Il raconte ses exploits dans un livre, La guerre des Gaules, et on voit dans ce livre qu'il a une très haute estime de lui-même. Tout ça est très romancé, il parle de lui à la 3e personne, il raconte à quel point il a été courageux, héroïque lors de ses batailles, bref, c'est le grand Jules César. Une guerre qui dure tout de même 10 ans, que cette guerre des Gaules, au terme desquelles César décide de revenir à Rome en triomphateur. Sauf que il n'est pas trop le bienvenu, on a peur de lui, on a peur qu'il revienne et qu'il se conduise comme un tyran. On est en République, donc il est hors de question que Rome redevienne une monarchie avec un roi. Alors ils lui interdisent de revenir. Mais César, il va quand même, c'est là qu'il franchit le Rubicon et il dira cette phrase « Alea iacta est », les dés sont jetés, j'y vais quand même et on verra bien ce qui se passe. Erreur stratégique, les sénateurs s'enfuient, ainsi que Pompée, général victorieux dont veut se débarrasser César. Il voulait déjà s'en débarrasser avant la guerre des Gaules parce que Pompée lui faisait de l'ombre. C'est l'occasion de s'en débarrasser définitivement. César décide de faire la guerre à Pompée et il l'assassine. Voilà. Il le fait assassiner. Ouais. César remporte encore d'autres victoires en Égypte, en Asie mineure. Il dit cette phrase, autre phrase célèbre de Jules César, qui
qui pourrait résumer ces conquêtes militaires. Vieni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. La fin n'est tout de même pas très heureuse. Nous sommes le 15 mars. Absolument. Réunion du Sénat. Voilà, et César se fait assassiner parce que lorsqu'il revient, il a tous les pouvoirs, il se fait nommer dictateur à vie, et ça ne plaît pas du tout aux sénateurs qui décident de mener un complot contre lui. Et le 15 mars de l'année 44 avant notre ère, il se fait assassiner de plusieurs coups de poignard. Bon, certains portés par Brutus, qui n'était pas son fils au sens... Toi aussi, mon fils, il lui aurait dit ça. Voilà, grand moment d'histoire tout de même. Alors vous regardez Rome, la série, parce qu'elle est très bien faite. Les collègues historiennes et ça, vous confirmez alors? Oui. Parce que je disais que les historiennes et les historiens disaient, en dehors du fait que ça raccourcit un peu, un peu beaucoup, quoi. Ça accélère l'histoire, mais que les étapes sont respectées. Oui. Que, un film ne raconte jamais les choses de la voilà, guerre, il raccourcit, et puis finalement, mais l'essentiel est qu'on s'y retrouve. Il ne se trompe pas du tout sur les fondamentaux. Oui. Et moi, je me permets aussi de recommander le podcast de Philippe Collin sur Cléopâtre, puisqu'évidemment, on y croise César. L'histoire d'amour. Je ne pouvais pas tout raconter. Mais non, il y avait une histoire c'est pas grave, ça me permet de dire un ou deux petits mots, quoi. Pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Et grand oral, maintenant, Anne Pouget, je me tais. Anne Pouget, invitée du Grand Oral, prolixe auteur de livres historiques pour la jeunesse, multiprimé depuis fort longtemps, qui publie 2 nouveaux romans chez Casterman, Togo, chien de traîneau, et Lisette, cheval indomptable, dont on vient de parler, donc sur les guerres napoléoniennes, en général, la bataille d'Eylau en particulier. Togo, chien de traîneau, donc là, l'Alaska, et la course du sérum. Alors, pourquoi le sérum? C'est au sens médical du terme. Le sérum, on l'appelait par la suite la course de la miséricorde. Alors, que se passe-t-il? On est en décembre 1924. On est à Nome, qui est une petite ville qui a eu son heure de gloire parce qu'on y a trouvé de l'or à ciel ouvert, pratiquement. Et elle était habitée par les Inuits, donc Esquimaux. Je le dis parce qu'ils font partie de la course et de l'histoire, bien qu'ils aient été oubliés quand même. Et très méprisés, vous le racontez tout ça d'ailleurs. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de Noël, le médecin qui a un hôpital qui est là pour toute la région, on va dire, puisque c'est quand même une région pauvre, va être appelé pour des problèmes de maux de gorge. Donc il va voir qu'il y a une épidémie qui se répand petit à petit, des enfants meurent, mais il n'a pas vu immédiatement qu'il s'agissait de la diphtérie, en fait. Ensuite, l'épidémie se répand à Nome, donc à la ville même, et à partir de là, il faut absolument du sérum, puisqu'à l'époque, il y avait encore ce problème de sérum. Alors, à sa décharge, même s'il n'a pas vu que c'était... il a pensé à des angines au départ, mais quand même, il avait demandé à plusieurs reprises des médicaments, du sérum notamment, parce qu'il n'en avait plus de réserve de sérum frais. Et les États-Unis ne répondaient pas parce que l'Alaska était loin, que c'était perdu, qu'il n'y avait plus que des Inuits et des villages de pêcheurs. Donc, il n'avait pas répondu à son annonce. Et finalement, ce qu'il va falloir faire, c'est de récupérer du sérum frais pour sauver des vies. Malheureusement, ils font appel parce qu'à l'époque, il y avait le télégraphe, ils font appel à toutes les grandes villes des États-Unis, même au gouvernement, et on arrive à trouver effectivement 1 million de doses aux États-Unis. Le problème qui se pose, c'est que tout est enneigé. Il y a 6 mètres de neige un peu partout. Voilà, comment on va les avions qui sont encore des avions de la Première Guerre mondiale, oui, avec le cockpit ouvert, etc., ne peuvent pas décoller. Donc, c'est hors de question. Et la mer qui entoure l'Alaska est prise par les glaces pendant 6 mois, tout l'hiver. Donc, il n'y a aucun moyen de transporter ce sérum venant des États-Unis. Sauf grâce à des chiens de traîneau. Tout ce qui a le mot chien, j'adore. Voilà. Et alors, on arrive à découvrir que dans une ville qui se trouve tout à fait au sud de l'Alaska, un hôpital à Anchorage dispose de 300 000 doses de sérum frais. Et donc, il faut imaginer après l'échelle, tout ça est immense. Je crois qu'au total, ça va faire une course de 400 km, c'est ça? Non. C'est Togo qui a fait une course. Togo fait 400 km, pardon. Oui, là, ça fait beaucoup plus, ça fait des milliers. 1080 km jusqu'à la gare de Nenana. Et donc, d'ici, c'est ça. Voilà, et ça, c'est un trajet qui était fait en train. Donc, on va traverser en 1925 dans des conditions dantesques. Il n'y a qu'une seule voie ferrée. On la voit là, qui va d'Anchorage à Nenana, c'est la seule. Tout le reste se fait en chien de traîneau, c'est-à-dire les ambulances, les transports de matériel, tout se fait par transport de chiens. Et c'est ainsi donc qu'à Anchorage, ils ont 300 000 doses. Ça ne suffira pas pour enrayer la maladie, mais ça pourrait suffire à
couvrir les premiers jours en attendant le million de doses qui arriverait des États-Unis. Voilà, ça rappelle quand même des trucs d'actualité, hein, les doses des vaccins, l'acheminement. C'était il y a 3 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vrai, Je crois qu'on est pile poil à 3 ans du... Ah bah voilà. 3 ans. 15 mars. 2020. Ouais, c'est ça. Du confinement. Je précise qu'à la fin de chaque ouvrage, il y a une petite partie, voilà, ce qui est vrai, ce qui est inventé, où vous racontez à chaque fois la distance, comme vous l'aviez fait pour Lisette. Et j'en revendique la maternité, puisqu'à l'époque, je le faisais déjà. Et lorsque je proposais mes manuscrits aux éditeurs, en jeunesse, on me disait « Non, mais attends, on ne va pas mettre du document derrière ». Un roman reste un roman, un jeune lit un roman. Ah, ils ne voulaient pas au début? Non, ils n'en voulaient pas. Tout le monde le fait maintenant. Bah oui. Et résultat, je disais oui, mais quand je lisais des livres à trame historique, étant plus jeune, je voulais savoir ce qui était vrai, ce qui était inventé aussi. Bien sûr. Parce que sinon, et pour les parents, c'est important. Et oui, et puis on prend tout pour argent comptant. Exactement. Sinon. Et résultat, personne n'en a voulu. Et jusqu'au jour où un éditeur l'a accepté, ensuite tout le monde l'a fait. Donc vous revendiquez cette maternité. Redire, voilà. Écoutez, les enfants, les parents et les enseignants et les bibliothécaires reconnaissants vous en remercient. Je le dis publiquement ici. Anne Pouget, invitée du Grand Oral. On se retrouve après la récré? Bien sûr. Allez, après le chien et le cheval, la mouette. Voilà, la mouette. Et ça ne va pas être celle de Tchekhov. Non. Non. Non, puisque je vais vous parler d'un concours. Mais que dis-je? C'est même pas un concours. C'est un championnat du monde. On rigole pas du tout avec la mouette Emmanuel. Alors, pour gagner, il fallait écouter l'attaché de mouette. J'ai adoré ce petit jeu de mots. Au lieu d'attaché de presse, attaché de mouette du comité officiel. Un bon cri de mouette, c'est un cri qui vient du cœur, du lâcher-prise, de bonne humeur et de joie. Est-ce que vous voulez connaître le gagnant? Oui, mais je vais entendre le cri aussi. Voilà, mais on va l'entendre. Il s'appelle Lucien, il a 18 ans. Ah, il est tout jeune. Ouais, et c'est sa passion, le cri de mouette, figure. Non. Aussi. On écoute, regardez ce que ça donne. C'est un beau cri de mouette. C'est un être humain qui fait ça. Et Lucien, si vous croyez que Lucien est le seul... J'ai rigolé, Lucien, mais pardon, parce que remarquable. Remarquable. Et si vous croyez que Lucien est le seul, mais pas du tout, détrompez-vous, ils étaient 17 000 candidats cette année et seuls 15 ont pu participer à la finale. Votre candidature, elle n'a pas été retenue, Emmanuel. Non, je me demande pourquoi. Et Lucien, vous voulez pas? Comment il s'y est mis? Mais il s'y est mis un jour, voilà. Il a découvert ça il y a 1 an. J'ai sorti ma tête d'une voiture et j'ai fait le cri de la mouette. Depuis, c'était le paradis. Bah, la prochaine fois que je monte dans une voiture, je sors la tête, je vous tiens au courant. Mais non, mais justement, si. Vous voulez pas, c'est votre gage pour votre anniversaire, parce que vous n'êtes pas au courant, mais on est le 15 mars, c'est l'anniversaire d'Emmanuel. Et si vous croyez qu'on avait oublié, pas du tout. Et d'ailleurs... Allez, de mars. Non. J'avais le choix entre me faire assassiner ou devoir faire le cri de la mouette. Joyeux anniversaire. Mais merci beaucoup. Oh là 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 là. Oh, mais vous êtes trop gentil. 1 an en plus. Joyeux anniversaire, Emmanuel. Joyeux anniversaire. Moi-même. Joyeux anniversaire, Emmanuel. Au nom de toute l'équipe de La Quotidienne et de School TV, de Marine Plantec, qui m'a aidé bien sûr à préparer cette petite récré, on vous souhaite le meilleur, on vous adore, vous êtes le meilleur. Ah, mais joyeux anniversaire. C'est un travail d'équipe. Si c'est bien, ce n'est que parce que vous êtes le meilleur. Il y a plein d'animaux. Oui. Mais oui. Mais c'est génial. Faites un vœu et soufflez. Non, c'est Marine. C'est vrai? Bah oui. Elle me connaît super bien. Elle me fait plaisir à tout le monde. Je fais un vœu. Allez, je le dis pas pour qu'il se réalise, mais ça a à voir avec la longévité de cette émission. Merci beaucoup, merci Emma. On se retrouve. Non, on se retrouve pas tout à l'heure. On se retrouve pas. Vous restez un peu avec nous, oui, quand même. je reste avec vous. Allez, Anne Pouget, Grand Oral. Je suis tout ému. Non, franchement, 28 ans, ça me fait quelque chose. C'est mon âge. Bon, ça va, pas tout à fait. Vous êtes plus âgé que moi, alors. Ouais, 4 ans de plus. Ce que je n'ai pas encore dit de vos romans, Anne Pouget, que vous publiez chez Casterman, avec cette nouvelle collection, c'est qu'ils sont tous écrits d'une plume extrêmement vive et construits de façon tout à fait captivante. J'ai lu que vous, au début, vous ne vouliez pas devenir... Enfin, vous aviez fait des études de puériculture. Oui, j'ai commencé ma première vie en faisant des études de puériculture. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en milieu hospitalier, uniquement en milieu hospitalier. Et puis la vie est ainsi faite. Par la suite, j'ai mon mari, enfin à l'époque j'étais mariée, il avait été muté en Allemagne. Je ne pouvais plus travailler. Bien sûr, il faut parler l'allemand. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc à partir de là, je me suis mise à écrire sans avoir
pour idée d'être édité. Je n'y pensais pas. Enfin, je n'y pensais pas. J'en rêvais peut-être, mais Vous n'osiez pas vous le formuler. Voilà, je me disais que je n'avais aucune chance. En revanche, l'écriture, c'est quelque chose que vous avez depuis l'enfance. Oui. Et je crois qu'il y a même une prof qui vous a un peu traumatisé c'était pourtant bien avant ChatGPT. Vous en savez des choses. Je révise, moi. Voilà, c'était pourtant bien avant ChatGPT et elle vous a soupçonné de recopier un texte. Je trouvais ça trop bien pour un enfant. Et je lui dois tout à cette prof, Vincente Cuvelier, je cite son nom d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Voilà. Vincent Cuvelier. Il y a un Vincent Cuvelier, je crois, qui écrit des livres pour enfants qui sont tout à fait formidables. Mais là, c'est Vincent, rien à voir. Et c'était notre professeur de lettres. Et on nous donnait des dissertations à faire, et bon, parfois sur table, parfois à la maison. Et un jour, j'ai rendu ma dissertation. Elle me l'a rendue avec ma note, qui était bonne, mais elle m'a soupçonné d'avoir été aidée par un adulte. Elle m'a dit, ce n'est pas possible qu'à votre âge, vous soyez capable d'écrire aussi bien. Et elle n'a jamais voulu me croire. Oh là là. Et lorsque j'ai publié... Mais vous leur voulez quand même, à Vincent. Non, alors parce que après, lorsque j'ai commencé à être connue en littérature jeunesse, la ville de laquelle j'étais issue m'avait invitée et avait invité toutes mes anciennes collègues de classe et tous mes professeurs. Et elle était là. Et donc, on avait changé de place. J'étais, moi, derrière le pupitre en hauteur, et puis elle était dans le public. Et j'ai cité cette anecdote, et j'ai dit, vous voyez que je suis capable quand même d'écrire toute seule. Et puis bon, elle avait ri, bien sûr. A-t-elle fait amende honorable? Oui, non, mais elle avait ri. Elle était très gentille, il faut dire ce qui est. C'est vrai. Oui, ça a été un véritable mentor pour moi, parce que grâce à elle, j'ai vraiment compris que j'étais capable d'écrire. D'accord. Surtout. Alors moi, je ne suis pas écrivain comme vous, mais Madame Éché-Maillac, si vous m'écoutez, en 4e collège Escudier Boulogne, les poèmes, c'est bien moi qui les avais écrits. Merci. Non, j'ai eu la même histoire. Voilà. Mais j'en suis pas devenu grand écrivain pour autant. Mais c'est vrai qu'on se souvient du nom. Mais vous avez parce que réussi c'est un petit trauma quand même. Espérons-le. Vous pensez à l'âge des lecteurs quand vous écrivez? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça change? En fait, en littérature jeunesse, c'est très particulier parce qu'il y a des collections avec ce qu'on appelle des tranches d'âge. C'est ça. Voilà. Donc, en fonction de la tranche d'âge, on a une écriture qui varie. On dit toujours que c'est la littérature jeunesse. Souvent, mon éditeur adulte me dit que c'est un peu de la sous-littérature. Ce à quoi je réponds parce qu'il est qu'on plus croit ici dans la quotidienne. Non, mais je lui dis toujours, il est plus difficile d'écrire pour la jeunesse que pour adulte, puisque j'écris aussi en adulte. Ouais, parce qu'on doit retenir la plume, parce qu'on doit parfois chercher des périphrases, parce qu'on s'interdit certains... parce qu'il y a des sujets qui sont interdits, des sujets tabous, le sexe, la violence, la drogue, enfin des choses comme ça. Jusqu'à un certain âge, du moins. Les fins tristes. Les fins tristes, c'est ça. C'est pour les petits, là, en fait. Alors voilà, moi j'ai une tranche d'âge, c'est le collège. Étant historienne, parce qu'on apprend aussi le Moyen-Âge en 6e, etc., et que je suis médiéviste. Et après, il y a, évidemment, on ne peut pas mettre, bien sûr, des mots nouveaux, mais pas trop, comme on dit. C'est ça. À savoir, on ne peut pas mettre un tas de notes de bas de page, et puis il y a des choses que les jeunes ne connaissent pas, comme nous. Donc on est obligé de les expliquer dans une conversation. Et penser à eux en permanence. Voilà, et penser à eux en permanence. Vous le signaliez en début d'émission, c'est important, et alors vous insistiez sur le fait que vous faites le distinguo entre les histoires que vous inventez et l'histoire avec un grand H. Oui. Telle qu'elle s'est passée, c'est absolument fondamental aujourd'hui de lutter contre les fake news et d'apprendre aux enfants à décoder, à sourcer, à se dire ça relève peut-être de la fiction ou de la rumeur ou du mythe, et ça c'est vrai. Oui, c'est très important, d'autant qu'un jeune qui n'a pas nos connaissances, nous, à la limite on arrive à faire la part entre le vrai et le faux. Un jeune, à la limite, vous lui racontez n'importe quoi, il va y croire. Je me souviens de mes enfants, parfois je plaisantais, ils y croyaient ferme, et puis parfois je leur annonçais, je leur donnais une information réelle, comme à mon fils, quand je lui disais que les pulls étaient faits avec des bouteilles recyclées. Il ne m'a pas cru. Mais je ne crois pas. Donc, ils ont fait avec des pulls recyclés? Oui, les pulls... C'est pas vrai. Ouais. Vous saviez ça? Non, pas du tout. Non. Alors, pas les pulls en laine, bien sûr, mais tout ce en qui acrylique et tout? Voilà, oui. D'accord. Des bouteilles recyclées. Waouh. Et voilà. Bon. Donc, on apprend décidément plein de choses avec vous. Et on donc, apprend aussi sur l'histoire. Voilà, et c'est important de débunker tout ça. Choses, oui. Héros, incroyable mais vrai, super collection, c'est signé Anne Pouget. Vous restez avec nous, on va voyager, on va aller en Suisse. Ah, je vais bien. Oui. Emma, merci beaucoup. Merci, joyeux Merci anniversaire. encore. Oh là. Je regarde une petite part. Ah bah oui, quand même. Hein, je goûtais. Pour Marie. Mais non, pour vous. Merci. Cours particulier. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un grand pédagogue de la fin du 19e, début du 20e siècle, j'ai nommé Édouard Claparède. Oui,
Pour votre anniversaire, j'ai choisi Édouard Claparède. C'est un beau cadeau pour moi. Très longtemps, joyeux anniversaire. Édouard Claparède, qu'on a déjà évoqué effectivement dans de nombreuses chroniques, qui était l'un des membres fondateurs de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, fondée en 1921. Claparède, c'est aussi un pédagogue suisse, comme Adolphe Ferrière ou Jean Piaget, que l'on a rencontré ces dernières semaines. Et comme Piaget d'ailleurs, c'est plutôt un scientifique à la base. C'est plutôt un scientifique, vous avez raison. Édouard Claparède est issu d'une famille de scientifiques et héritier de la Genève savante. Son oncle, un autre Édouard Claparède, était un grand zoologiste. Ce sera un modèle pour le jeune Édouard. D'ailleurs, il a une place à son nom à Genève. Le Édouard, l'oncle. L'oncle. D'accord. Le Claparède, pas oncle, le nôtre, se dirige lui plutôt vers des sciences dites dures. Exactement. Claparède naît en 1873 à Genève, où il mourra aussi en 1940. Il s'intéresse très tôt à la zoologie et à la biologie, et il décide de faire des études de médecine. Il obtient le diplôme en 1897, et parallèlement, il s'intéresse à la psychologie et à la psychanalyse. Et rencontre Freud. Tout à fait. En 1912, il rencontre Freud et il est aussi président pendant un temps de la Société psychanalytique de Genève. Et auparavant, il avait aussi fondé les archives de la psychologie, une revue. Il était directeur aussi du laboratoire de psychologie de la faculté des sciences de l'Université de Genève. En 1904, je crois. Et son intérêt particulier pour l'éducation lui est venu à la naissance de son fils. Jean-Louis, nous sommes là en 1901. Tout à fait. Cette question devient un élément central des recherches d'Édouard. Il publie en 1905 « Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale ». Dans ce livre, il donne les bases d'une vision différente et innovante de l'éducation. Il remet en cause les pratiques scolaires traditionnelles et appelle à l'usage de la science et à son objectivité pour mettre en place de nouvelles méthodes. Alors, qu'est-ce qu'il critique particulièrement dans l'éducation dite traditionnelle ? En fait, Claparède fonde sa vision de l'éducation sur la pédagogie dite fonctionnelle. C'est une approche scientifique. Donc, pour lui, l'humain, c'est un vivant qui fonctionne. Donc, l'éducation, à son sens, doit aller dans le sens de ce fonctionnement de l'humain. Les apprentissages ne doivent pas donc ajouter une couche superficielle qui n'aurait aucun effet sur les enfants, un peu la tête bien faite ou la tête bien pleine. Et Claparède critique donc l'éducation traditionnelle et il encourage à aller dans le sens de l'expression naturelle des enfants ainsi que de leur développement. Donc on part de l'enfant et on adapte la pédagogie ou les façons d'enseigner. Ça vous dit quelque chose? On en parle souvent. Exactement, comme nombre d'autres de ses collègues, dont Jean Piaget qui l'a inspiré. Il s'agit de partir de l'intérêt propre de l'enfant et de ses besoins. Et Claparède prône donc une éducation qui est différenciée et une école dite sur mesure, et il élabore des outils pour diagnostiquer les aptitudes de chaque enfant. Ces recommandations sont basées sur une méthode qu'on appelle fonctionnelle ou encore méthode active. Et on retrouve le fantasme ou le projet de tout ça dans l'adaptive learning aujourd'hui d'ailleurs. Il fonde son point de vue sur des recherches scientifiques et notamment les travaux sur l'intelligence qui sont menés à l'époque. Tout à fait, nombreuses recherches sur l'intelligence qui est, en fait, pour lui, c'est une fonction d'adaptation aux situations nouvelles. Face à l'inconnu, l'humain, enfant ou adulte, tâtonne, il vérifie, il fait des hypothèses et finit par s'adapter correctement. Cela peut paraître un lieu commun aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas tant que ça. Qui fait partie, Édouard Claparède, vous l'avez dit, en 1912, des fondateurs de l'école des sciences de l'éducation. Exactement, oui, tout à fait. En 1912, il fonde à Genève cet institut qui est aujourd'hui l'Institut Jean-Jacques Rousseau, qui a été rattaché à l'Université de Genève en 1929. Pour Claparède, cette école devait remplir 4 fonctions. La première, c'est permettre aux enseignants de se familiariser à la méthode scientifique et de se documenter. La deuxième, c'est d'être un centre de recherche pour contribuer au progrès de la science. Troisième, un centre d'information, donc de ressources, de recherche. Et enfin, un centre qui prône un renouveau éducatif. Donc c'était assez engagé. Et Claparède, c'est donc à la fois ce scientifique qui se base sur une méthode précise, des expériences, des hypothèses vérifiées, mais aussi un pédagogue militant. Il a envie que ça change. Oui, c'est ça, c'est un peu le paradoxe de la pensée claparédienne qui a été discutée et l'est toujours, notamment sur la question de l'école différenciée, par exemple. Claparède est tout de même reconnu dans le domaine de l'éducation rapidement et c'était un intellectuel engagé. Il publie à la veille de la Seconde Guerre mondiale 8 articles sous le titre « Morale et politique ». Cet ouvrage est vu comme son testament spirituel. Il y prône l'intérêt de la psychologie pour penser une société saine où la probité règne. Et quelle est alors cette postérité d'Édouard Claparède dont on n'entend pas tant parler que ça? Il est moins connu que Montessori ou Freinet, voilà, mais des écoles portent son nom aujourd'hui, et même un institut à Neuilly, donc juste à côté ici, tout à fait, qui a alors, je cite, la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Génial. Marie, merci beaucoup. Anne Pouget, vous connaissiez Claparède? Non. Héros méconnu. Non, oui. Pour peu qu'il ait un chien ou un chat, ce garçon, vous pourriez lui faire un petit truc d'ailleurs. Je vais vérifier. En imaginant que le chat ait aidé à élever son enfant et que l'œuvre soit née. Là, c'est lui le héros quand même. C'est vrai que c'est lui le héros. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Anne Pouget, héros incroyable mais vrai, avec Togo, Lisette et bientôt d'autres. Laïka, je crois. Oui, alors il y en a 2 qui vont suivre. Laïka, la première chienne de l'espace. On est en Et Union soviétique. Wojciech, l'ours soldat. Deuxième Guerre mondiale.
D'accord. Voilà. Génial. Wojciech, il est quoi, polonais, j'imagine, avec Il un est nom comme ça. polonais, oui, et puis il a participé à la bataille de Monte Cassino, qui a été gagnée. Bataille importante. Oui, et les Polonais ont eu l'honneur de voir leur drapeau planté le premier sur ce site. C'est là où je vais me diffuser, c'est quoi, Monte Cassino 43, non Oui. C'est ça? Oui. Dingue, c'est des progrès, c'est pour mon anniversaire. Marie, merci beaucoup. Merci. Anne, merci beaucoup. Merci à vous. Aussi à toute l'équipe. Merci pour ce super cadeau et cette super surprise d'anniversaire. À Laure Audemont, à Marine Plantec, assistée par Dinan Coller, à Héloïse Merlin pour le son, à Théo Boscar pour la réalisation. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre également, et vous restez sur School TV et nous retrouvez-nous sur Internet et sur les réseaux sociaux.